Le Mexique est la première nation qualifiée. Ismaël Koné, gravement blessé lors du match du Canada. On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur La Causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le petit récap du jour. Vous connaissez la recette, vous connaissez la chanson, le petit récap de cette Coupe du Monde. Jour après jour, on est parti pour le début de cette deuxième journée. Ça y est, les matchs de la deuxième journée de la poule A et B se sont conclus. C'était vraiment pas des matchs passionnants, mais on va quand même échanger là-dessus. Si vous les avez ratés, vous n'avez rien manqué. De toute façon, tout est résumé ici. Donc vous pouvez vous abonner, liker, commenter, évidemment, pour nous aider à être mis en avant. Et si vous aimez nos petits récaps journaliers, on va directement débuter. On va pas perdre plus de temps que ça. Je pense que la vidéo sera pas très longue parce que il y a des matchs sur lesquels il n'y a pas grand-chose à dire. On va débuter par ce Tchéquie-Afrique du Sud. C'était à 18h ce jeudi du côté d'Atlanta. Match nul, un but partout après l'ouverture du score des Tchèques et l'égalisation de Mokoena sur penalty à la 83e minute de jeu. Un match qui s'est soldé par un match nul. Et j'ai envie de dire, bon, cette Tchéquie avait encore une fois très bien débuté avait juste très bien débuté son match-là, en jouant vraiment avec des intentions, en allant vers de l'avant. Très belle ouverture du score de Siadilek, si ça se prononce correctement. Sur encore une fois une touche, hein. La Tchéquie, quand même, l'équipe qui a marqué le plus depuis une touche, égalant le record d'une équipe qui a marqué sur des buts venant d'une touche, émanant d'une touche. Le premier but inscrit contre la Corée du Sud, c'était vraiment une touche directe dans la surface déviée. Là, c'est une action qui est un peu plus construite, mais qui part d'une touche jouée rapidement dans la partie de terrain sud-africaine. Et ça a été très bien joué, très belle action, bien conclue. Et ça ouvre le score et on se dit, la Tchéquie va commencer à jouer au football. Parce que moi, j'attends un peu de cette République tchèque, quand même un minimum, parce qu'ils avaient montré de très belles choses avant cette Coupe du Monde. Et là, c'est vrai que c'était assez décevant. Et encore une fois, après l'ouverture du score, la Tchéquie a un peu refusé le jeu, a reculé, a mis en place un bloc un peu plus bas. Et l'équipe de Miroslav Kubek a laissé en fait les Sud-Africains revenir dans leur match. Et les Sudaf ont pris le match à leur compte. Ça, je pense que ça se verra. Voilà, 38% de possession à la fin du match pour la Tchéquie contre 62 pour l'Afrique du Sud sur cette première mi-temps. C'est 5 frappes à 5, 0 cadré pour l'Afrique du Sud qui manquait cruellement de prise de risque, de percussion, de changement de rythme. Et en deuxième mi-temps, ça s'est complètement inversé. L'Afrique du Sud était un petit peu plus prépondérante dans ses actions, un petit peu plus joué au football. Ce qui manquait pour cette équipe sud-africaine sur l'ensemble du match, c'est ce mec-là qui va venir provoquer, qui va venir essayer de déstabiliser le bloc, qui va venir au duel 1 contre 1 au dribble. Parce qu'en fait, ça faisait beaucoup tourner le ballon autour de la surface de réparation, ça ressemblait un peu à du handball. Et en fait, tu te dis, sur la première occasion où ils ont commencé à accélérer, à les provoquer pour aller chercher un centre, une frappe, ça a provoqué le penalty sur la main de Pavel Šulc. La rentrée de Pavel Šulc, elle est compliquée, mais il rentre pas dans un contexte facile. Et c'est le penalty de Mokoena qui va être transformé, très bien tiré par le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns, champion d'Afrique, champion de la Ligue des champions africaines cette saison. Et Teboho Mokoena a fait un match titanesque. En réalité, c'est peut-être le meilleur Sud-Africain sur le terrain. C'était le meilleur joueur sur le terrain de toute façon. Il a touché 119 ballons, plus haut total pour un joueur africain en Coupe du Monde depuis que Opta analyse les données 1966. Derrière le Camerounais, Jérémy Sorele Nishtap. Waouh, c'était dur. Contre l'Arabie Saoudite en 2002, pardon. Mais oui, Mokoena a été prépondérant, a touché énormément de ballons. Transforme ce penalty, a récupéré énormément de ballons aussi. Franchement, il a été impressionnant le milieu de terrain sud-africain. 96% de passes réussies. Voilà. C'était plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? 12 ballons touchés dans le dernier tiers. Pour un numéro 6, c'est quand même pas mal. Ça prouve que les Sudaf ont joué très haut. 6 actions défensives. Voilà, 2 interceptions, 8 récupérations. C'est quand même, voilà, il a été très bon sur tous les aspects du jeu, Mokoena. Et voilà, ça a été un match bien manœuvré par les Sud-Africains qui sont un petit peu réveillés, qui ont un peu plus joué, qui ont bénéficié qu'une République tchèque ne joue beaucoup moins. Et ils ont fait un partout, mais on va pas retenir, je pense, ce match-là. Et je pense que globalement, les matchs de cette journée, on va pas en retenir grand-chose. Malgré tout, ça faisait plaisir de voir cette Afrique du Sud enfin rentrer dans sa Coupe du Monde. Et par contre, c'est un nul qui arrange personne parce qu'on verra après au classement. On va montrer le classement. Le Mexique est leader avec 6 points, la Corée du Sud avec 3 points. Et derrière, on a la Tchéquie et l'Afrique du Sud avec 1 point. Pour le classement du meilleur 3e, on sait que 1 point ou 2 points, ça suffira pas. Il va falloir gagner leur dernier match pour ces deux équipes. La Tchéquie affrontera le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Et peut-être qu'il y aura la place pour ces deux équipes quand on parlera de Mexique-Corée du Sud tout à l'heure. Voilà pour ce premier match à lancer, 18h.
C'était la première rencontre. La deuxième rencontre, c'était à 21h, c'était la Suisse contre la Bosnie-Herzégovine, victoire suisse 4-1. Score un peu fleuve, score un peu, on va dire, qui ne met pas en valeur cette Bosnie qui a plutôt fait un match correct dans leur style, c'est-à-dire avec un bloc défensif qui va jouer par coup. Et pour jouer par coup et pour avoir un bloc solide, pour pouvoir vraiment débloquer en attaque rapide, il te faut deux attaquants qui savent jouer dos au jeu, et Demirovic et Edin Dzeko, je trouve, ont fait un très bon match dans cet aspect-là, cet aspect dos au jeu, cet aspect caler les ballons pour pouvoir faire avancer ton bloc. Dzeko, c'est 40 ans, mais ça reste quand même une valeur sûre. Devant, il perd pas un ballon, il gagne ses duels, il sait jouer de son corps pour aller obtenir des fautes et faire remonter la défense. En déviation, c'est toujours efficace. Donc sur cet aspect-là, ils ont fait un plutôt bon match, les Bosniens. Ils ont été solides et malheureusement, ils sont tombés sur une Suisse qui avait des arguments sur le banc, surtout parce qu'en fait, la composition de Murat Yakin, sur le papier, tu sens que c'est pas les. J'ai pas l'impression que c'était une Suisse qui peut-être était un peu timorée, peut-être avait un peu peur de cette Bosnie parce que c'est une composition qui manque, je pense, d'atouts offensifs. La Suisse a joué énormément sur la verticalité. Tu voyais sur la première mi-temps, le bloc était très étendu sur toute la verticalité, sur tout le terrain de manière horizontale, pardon. En fait, ça manquait de mouvement, ça manquait de verticalité, de changement de rythme, d'intensité pour aller déjouer ce bloc bosnien. Et finalement, c'est la post fraîcheur qui a fait la différence parce que Murat Yakin a fait rentrer Manzambi et Ruben Vargas, en plus de Djibril Sow, mais c'est surtout Manzambi et Ruben Vargas qui vont se montrer. Ruben Vargas a fait une très très belle entrée, une passe d'1 but, et il est prépondérant, il amène du danger, le joueur de Séville, et je pense que il avait fait un très bon match. Il avait fait plutôt un bon match déjà en ouverture contre le Qatar. Et Manzambi, on le sait, on l'attendait, c'était l'une des jeunes pousses à suivre sur cette Coupe du Monde, le joueur de Fribourg. Il est rentré, doublé, il a été efficace, il a amené du danger, il a amené de la vitesse, il a amené de la verticalité, il est à l'origine du premier but, et en plus il est à la finition, il est à l'introduction et à la conclusion de cette ouverture du corps suisse, qui fait basculer cette rencontre. Et ces deux joueurs-là, ils doivent plus quitter le 11. Je veux dire, déjà, le fait qu'ils ne soient pas dans le 11 de départ dès ce match-là, je trouve ça un peu scandaleux de la part de Murat Yakin, et ça montre qu'il peut-être il joue parfois un petit peu petit bras. Mais ces deux joueurs-là, ils doivent pas quitter le 11. Ils doivent être titulaires sur la dernière journée pour la Suisse parce qu'ils ont été excellents. Le carton rouge de Tariq Mohamerovic, dur à dire. C'était assez, ça a mis en difficulté la Bosnie, mais il avait fait plutôt un bon match avant ça, donc c'est dommage ce carton rouge là. Je crois que c'est il y a 6 cartons rouges au total dans cette Coupe du Monde. Depuis le début de cette Coupe du Monde, ça commence à faire beaucoup. Mais la Bosnie du coup a un petit peu explosé, c'est pour ça que le score est un peu fleuve. Et faut quand même noter le beau but de Mamic à 93e minute de jeu, ce frappasse qu'il a envoyé, cette mine. Mais voilà. Sans que le carton rouge a fait des différences, vous voyez que sur la première mi-temps, la Suisse n'a qu'un seul tir cadré, quasiment autant de tirs que la Bosnie, moins d'expected goals, alors pourtant ils ont 70% du ballon, donc c'est pour vous dire à quel point ils ne l'utilisaient pas forcément très bien les Suisses ce ballon-là, et ça a joué, alors qu'en deuxième période, voilà, tout de suite, ça s'est un petit peu réveillé, les remplaçants ont amené du danger, et cette Suisse-là a enfin amené un petit peu de verticalité dans son jeu, et ça a fait des différences. Voilà pour ce match entre la Suisse et la Bosnie. Le classement, du coup, le Canada et la Suisse sont leaders avec 4 points, et la Bosnie et le Qatar sont derniers avec 1 point. On va parler du coup direct de ce Canada-Qatar en suivant, mais la Bosnie a peut-être une carte à jouer en tant que meilleur troisième face au Qatar sur la dernière journée. Et le Suisse Bosnie-Herzégovine est devenu la première rencontre de l'histoire de la Coupe du Monde sans prolongation à avoir 5 buts inscrits après la 70e minute de jeu. Voilà. C'est pour vous dire qu'il fallait commencer à regarder le match après la seconde période. C'était très cadenassé en première, mais en tout cas, une deuxième période assez plaisante. Canada-Qatar, les deux derniers matchs, très honnêtement, on va aller très très vite dessus parce que 6-0 victoire du Canada, il n'y a plus rien en face. Le Qatar, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est d'une faiblesse abyssale. Sur le premier match contre la Suisse, on avait déjà trouvé ça très très faible, mais la Suisse avait tellement arrêté de jouer que le Qatar avait pu revenir, mais très honnêtement, c'était limite une faute professionnelle de la part de la Suisse. Ce Qatar-là n'a rien montré sur ce match-là. Le Canada a amené un peu plus de variété dans son jeu par rapport au match contre la Bosnie, où ils avaient joué avec énormément de ballons longs contre la Bosnie. Franchement, il y avait une overdose de longs ballons joués et d'essayer de gagner les duels au second ballon. Là, ils ont amené un peu plus de variété dans le jeu, moins de ballons longs.
et tout de suite ça a fait les différences. Au bout d'une demi-heure de jeu, les mecs mènent 3-0. Kyle Larin qui était rentré contre la Bosnie qui avait ouvert le score, et bien là est titulaire et marque le premier but. Donc voilà, il a montré encore une fois qu'il pouvait être décisif, et c'est son deuxième but sur la compétition de match, l'attaquant de Southampton. Donc important. Jonathan David ouvre son compteur avec un triplé. Donc voilà, ça va lui permettre de lancer sa Coupe du Monde, de se mettre en confiance, et ça va lui faire du bien parce qu'on sait qu'il avait qu'une saison du côté de la Juventus, du côté de la Juve, assez compliqué. Mais je rigole quand je dis Juventus, hein, on dit Juventus, voilà, on va le dire en français. Mais voilà, et après le carton rouge forcément de El Amin a changé un petit peu la rencontre. La faute est très légère, mais vu qu'il y a annulation d'une action de but, bah c'est rouge, et la règle est dure, mais c'est la loi. Et donc forcément, derrière le Qatar est complètement explosé, il n'y avait plus rien. Déjà qu'il n'y avait plus grand chose. Et la très très mauvaise nouvelle, on n'est pas loin de la soirée parfaite pour le Canada, mais la très mauvaise nouvelle, c'est la blessure d'Ismaël Koné sur ce tac de Madibo, qui est absolument pas maîtrisé. Fracture ouverte du tibia péroné, je crois que c'était, mais l'image est terrifiante. Franchement, on voit le tibia brisé, c'est horrible. Donc fin de Coupe du Monde pour Ismaël Koné, qui était plutôt rassurant en fin de rencontre, qui est sorti sur civière et qui va se faire opérer. Donc il était à l'hôpital pour préparer une opération. Sa maman est avec lui d'ailleurs, Ismaël Koné, voilà, ça a été confirmé par la journaliste sur place, et Jesse Marsh l'a confirmé également derrière, où il avait dit, Jesse Marsh, qu'il a entendu l'os craquer du banc, donc vraiment un truc vraiment pas beau. L'ancien Marseillais, fin de Coupe du Monde, absent plusieurs mois, et ça c'est une grosse perte sportivement pour le Canada, parce que c'est un joueur qui faisait 2 très très bons matchs, et au milieu de terrain il est ultra important, mais j'espère qu'il va se remettre et que tout va bien aller derrière pour sa récup, parce que c'était vraiment, vraiment affreux à regarder. Et le bel hommage de Nathan Saliba lors de son but, qui a tout de suite brandi son maillot. Donc voilà, on espère que ça va unir encore plus ce groupe canadien et qu'ils vont pouvoir faire un beau parcours pour lui, parce que la blessure est quand même affreuse. Et pour le Qatar, voilà, il y a déjà eu plus de cartons rouges directs en 26 matchs de Coupe du Monde, 4, que durant les 128 rencontres des éditions 2018 et 2022 cumulées, 3. Voilà, c'est pour vous dire, voilà, le Qatar a ajouté 2 cartons rouges à la statistique, en plus des 2 cartons rouges sud-africains et du carton rouge bosnien juste avant. Voilà, on a eu... Et encore, c'est une stat qui a été jouée pendant le match pendant le match de la Bosnie, ça compte pas les 2 cartons rouges, ce qui faisait 6 désormais au total depuis le début de cette Coupe du Monde. Sur ce match-là, voilà pour le match du Canada, qui du coup est désormais leader de son groupe. Et le dernier match de cette rencontre, c'était cette nuit à 3h, c'était Mexique-Corée du Sud. Et bien alors là, je n'ai rien à dire sur ce match, parce qu'il n'y a rien à retenir. Voilà, c'était pas bien. Vraiment, c'était pas bien. C'était vraiment pas un beau match à regarder. Donc si vous avez dormi, bien joué, parce que c'était la bonne chose à faire. Je sais même pas par où commencer sur ce match-là. Victoire du Mexique 1-0 grâce à Romo, qui profite d'une erreur du gardien sud-coréen sur une sortie aérienne. Voilà, qui se trouve complètement, qui se touche avec son défenseur, et du coup forcément il relâche le ballon, et derrière Romo suit, il la met plutôt bien, parce qu'elle est pas non plus hyper simple à mettre, mais il la met bien. Mais sinon, ce match-là, la Corée a complètement refusé le jeu. Tu te dis, c'est un match pour une première place de groupe, contre 2 équipes qui avaient montré quand même des choses intéressantes sur la première journée. Là, il n'y avait rien. L'intensité était très faible. J'ai envie de dire, la meilleure équipe a gagné, parce que le Mexique est quand même été plus prépondérante dans le jeu. Et encore, hein, voilà, il finissait la première période avec 0,10 XG pour le Mexique et 0,11 pour la Corée. C'était très très faible. Il n'y a pas grand chose à regarder de ce match-là. Voilà, le Mexique a gagné. C'était le plus important. J'ai pas grand chose à ajouter, très honnêtement. Voilà. Le Mexique a gagné. Au classement, le Mexique est leader avec 6 points. La Corée du Sud, quand tu vois le match qu'ils ont lâché là, contre l'Afrique du Sud, il va falloir hausser un peu le ton, parce que sinon tu vas te faire avoir, hein, globalement. Mais voilà, il faut qu'ils valident juste un match nul pour assurer la place de deuxième, parce que derrière, on rappelle que si 2 équipes sont à égalité, c'est les confrontations directes qui priment. Et vu que la Tchéquie a perdu contre cette Corée du Sud, si la Tchéquie vient battre le Mexique et que la Corée du Sud fait juste match nul contre l'Afrique du Sud, la Corée du Sud sera deuxième de son groupe. Donc voilà, on va commencer les calculs d'apothicaire, mais voilà, cette victoire, c'était le truc le plus important pour le Mexique, qui valide sa qualification. C'est la première équipe officiellement qualifiée pour les 16e de finale. Et c'est mérité quand tu vois les 2 matchs, ils ont été au-dessus. Ils ont un dernier match contre la Tchéquie pour essayer de valider tout ça. Peut-être ils sont sûrs de finir premier de leur groupe, parce que si la Corée du Sud gagne et que le Mexique perd, ils seront à égalité. Mais sauf que la confrontation directe avec le Mexique vient de la remporter, donc forcément ils seront devant. Donc,
Voilà pour ce dernier match-là de cette journée. Et on va pouvoir passer aux petites news, parce que là, pour le coup, il y en a des news. On va commencer par les news dans l'ordre. C'est Eli Wahi. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe avec Eli Wahi, mais The Athletic, donc le média britannique The Athletic, a révélé que Eli Wahi est dans une affaire de paris truqués, et de son carton jaune pris lors du dernier match de Ligue 1 face à Metz. Il l'aurait pris volontairement pour une histoire de paris. Et donc il a été interrogé après le barrage retour contre Saint-Etienne, et donc forcément pour l'instant c'est sous enquête tout ça. Et donc il avait été interdit de déplacement au Canada pour le match de la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne, puisque ça se joue au Canada. Et finalement il sera autorisé à jouer, il sera autorisé à rejoindre ses coéquipiers du côté du Canada. Il participera à ce match contre l'Allemagne avec les Ivoiriens. C'est son avocat et le parquet de Marseille qui a aidé c'est le procureur adjoint de Marseille, même précisément, qui a aidé à faire qu'il ait les autorisations et la validation du visa pour se rendre au Canada. On sait que le Canada est assez rude, on va dire, sur ses règles. Ça a été le cas de Thomas Partey, notamment, qui n'a pas été autorisé à jouer avec le Ghana face au Panama, parce que le match est au Canada et qu'il est interdit de territoire au Canada suite aux affaires qui l'ont émané ces dernières années. Et donc forcément, Eli Wahi a failli ne pas se rendre du côté du Canada pour jouer contre l'Allemagne. Finalement, il y sera bien de la partie. L'Iran qui va porter plainte contre la FIFA parce que les traitements depuis le début de cette Coupe du Monde de l'Iran, c'est assez compliqué. Voilà, ils ont pu se rendre aux États-Unis qu'au dernier jour avant la rencontre face à la Nouvelle-Zélande. Beaucoup de personnes ont été interdites de se rendre aux États-Unis du côté de l'Iran, le président de la fédération, etc. Les conditions sont très très compliquées pour les Iraniens sur cette Coupe du Monde, et donc forcément, la fédération a annoncé dans un communiqué qu'ils allaient porter plainte contre la FIFA. À suivre, mais c'est vrai que les restrictions imposées à l'Iran depuis le début de cette compétition, c'est... Voilà. Moi, je pense qu'on ne va pas étayer plus dessus, on sait ce qui se passe, et c'est scandaleux. Ça, c'est le gros point d'or de cette Coupe du Monde, c'est tout l'extra sportif qui se passe autour. Et vraiment, on peut pas passer outre, mais c'est vraiment affreux. L'image de cette Coupe du Monde. On va parler du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il joue ce soir à minuit contre l'Écosse. Alors déjà, la conférence de Mohamed Wabi, il a dit qu'il attendait un autre type de match, et notamment être costaud sur les seconds ballons face à l'Écosse, parce que l'Écosse va mettre un peu plus d'intensité peut-être que le Brésil, notamment sur les seconds ballons et dans les duels. Voilà. On verra la qualité de la pelouse, parce qu'il joue au même endroit que la France contre le Sénégal, et la pelouse était dégueulasse. Donc on va voir si d'ici là, la pelouse sera un peu mieux. C'est le forfait de Neymar, on s'y attend un petit peu. Il a repris l'entraînement collectif hier, mais il sera forfait pour le match contre Haïti en deuxième journée. Normalement, il devait rater toute la phase de groupe, c'est ce qui avait été dit. Peut-être qu'il sera là lors du dernier match contre l'Écosse, on verra. Mais il est très très attendu, et ce Brésil-là est à la recherche de créativité offensive et de numéro 9. Et je peux vous dire que pour ceux qui traînent un petit peu sur les réseaux sociaux, le Twitter brésilien, depuis le premier match contre le Maroc, c'est hilarant. Toutes les vannes qui sont faites sur Carlo Ancelotti, parce que tous les Brésiliens attendent Hendrick titulaire, et pour l'instant ça n'arrive pas, donc c'est assez drôle. Le programme donc de cette journée, 21h, Seattle, États-Unis, Australie. Deux équipes qui ont remporté leur premier match dans ce groupe-là, avec la Turquie et le Paraguay. Les États-Unis ont cartonné le Paraguay, ont montré un très très beau visage. Les Australiens vont être très chiants à manœuvrer, on l'a vu, les Turcs ont galéré, ils se sont fait piéger. Et donc je suis très curieux de voir ce match-là, ça peut être un match très intéressant. À minuit, vous avez ce Écosse-Maroc du côté de Boston qui va être aussi intéressant. Le Maroc et l'Écosse, donc l'Écosse est leader de ce groupe, 3 points, peut valider sa qualification en cas de victoire, et le Maroc va devoir gagner après son match contre le Brésil. Le Brésil qui jouera à 2h30, c'est à 2h30 précisément, attention, c'est pas à 2h, c'est à 2h30. À Philadelphie contre Haïti, le Brésil a besoin de cette victoire et sera sous pression. On verra le visage que va montrer Haïti, parce qu'il a montré un beau visage contre l'Écosse, mais là c'est quand même un cran dessus, donc on verra. Et à 5h, vous aurez Turquie-Paraguay. Là, c'est deux équipes qui doivent s'imposer. Du côté de Santa Clara, c'est le groupe des États-Unis, et ils ne doivent absolument pas perdre, parce que ces deux équipes ont été battues lors de la première journée. Voilà pour le programme du jour. Derrière, le Pays-Bas-Suède de demain 19h, on en parlera demain, dans le récap de demain, en espérant que les matchs soient plus intéressants qu'aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo, c'était court, c'était concis. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, liker, commenter, et tutti quanti. Il y a la vidéo top 14 sur les demi-finales qui est sortie hier. Voilà, vous pouvez toujours aller la voir. Si vous avez envie de voir la vidéo analyse de France-Sénégal, on a fait une analyse tactique, vous pouvez la voir également sur la chaîne. Il y a une playlist Coupe du Monde. J'ai fait une petite analyse en mode short aussi du corner de l'Angleterre face à la Croatie, pour ceux qui veulent scruter un petit peu tout ça. Voilà, sur ce, moi je peux vous laisser tranquille, vous souhaiter une très très bonne journée de Coupe du Monde, et vous dire demain. Ciao tout le monde.